Si. À part, enfin non, on n'a jamais réussi dans les pays du Sahel dont je parle, on n'a jamais réussi à imposer aux dirigeants de ces pays de faire une politique qui tienne compte aussi des gens du Nord. C'est-à-dire il faut aider les gens du Nord en développement et autres. On l'a pas fait. Et c'est en plus de ça, alors ça c'est le premier problème, si vous voulez. Donc il y a une opposition. On a souvent confondu le terrorisme dans ces pays-là. On dit des bandes terroristes, c'est pas vrai. Hein. Le Moudjahou, ça n'a jamais été des terroristes islamiques. C'est des contrebandiers qu'on empêche de travailler hein, en ayant bloqué une passe, qu'on appelle la pince de crabe, hein, une passe entre la Libye et le Niger. Il faut le savoir. Hein. Mais quand les gars ils peuvent plus travailler, ils crèvent la faim, parce que dans ces pays-là, ils sont très pauvres, ils crèvent la faim, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes. Normal. Hein. Donc, première erreur. La deuxième, c'est que nous avons laissé des dirigeants, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont corrompus. Mais c'est peut-être une spécialité occidentale de favoriser certains dirigeants corrompus. Parce qu'on le voit dans beaucoup d'endroits. Là, c'est sûr que vous prenez le président du Mali, c'était un corrompu notoire. Il touchait de l'argent même sur les rançons. C'est vous dire. Hein. Au Niger, c'est le seul pays qui avait essayé de travailler avec le Nord. Le président Issoufou, il essayait de travailler avec le Nord. Mais le président Bazoum, qui a été nommé après lui, ça a été une erreur, parce que c'est un arabe du Nord, et les gens du Sud ne l'ont pas supporté, pour les raisons dont je vous dis, d'opposition entre le Nord et le Sud. Donc, c'est ça l'erreur qui a été faite avec Bazoum. Bon, quand vous prenez le Burkina Faso, c'est clair, là, c'est l'opposition Nord-Sud, et le fait que les dirigeants, ben, quand on a remplacé le président qui était avec sa femme qui a fait fortune, eh bien, on l'a remplacé par un autre qui a dit, mais pourquoi pas moi? Et qui s'est mis aussi à accumuler, comme on dit maintenant. Donc, on a indiscutablement, si vous voulez, en Afrique, on a soutenu des dirigeants. Regardez Bongo, le moins qu'on puisse dire, c'est que Bongo, on ne peut pas dire c'était. Il est resté très longtemps, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne vivait pas trop mal, lui et sa famille. Hein. Donc, dans définitive, on avait toutes les raisons pour que ça se passe. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est effectivement pourquoi ou comment. Eh bien, on n'a pas vu tout ça. Alors qu'on le sait, hein, on le disait, on l'affirmait, autres. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, eh ben on en est arrivé là. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon, ben, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, ben, Déby va être renversé. Donc si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. Hein, la question, ce n'est pas pour des raisons de terrorisme. Le terrorisme, c'est un problème mineur. Alors, je ne dis pas que Boko Haram, c'est mineur, ou que le GIA, c'est mineur. Mais par rapport à l'ensemble du problème, c'est un problème mineur. Et ils sont capables de le régler tout seuls, en plus. Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de régler tout seuls. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro. Parce qu'on a tout perdu, on est maintenant en race campagne. Et pour terminer là-dessus, puis je vais arrêter là, parce que je ne veux pas dépasser l'heure. Un détail, si vous voulez, mais qui vous montre que la complexité des relations internationales. Le Niger, coup d'État. Coup d'État, parce qu'en réalité, le coup d'État, il est très simple. Hein. Bazoum décide de licencier son général commandant la garde présidentielle. C'est ça l'histoire. Hein. Le gars, il était très bien avec Issoufou, le général, il est très bien, ça marchait très très bien. Il ne s'entendait pas avec Bazoum. Bazoum veut le licencier, l'autre dit on ne va pas laisser cet arabe du Nord imposer sa vue hein, à nous, les gens du Sud. Il prend le pouvoir. C'est ça l'histoire du Niger. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il prend le pouvoir. Il est tout seul avec sa garde présidentielle. L'armée n'a pas bougé. Je vous parle des premières heures après le coup d'État. On a 3000 hommes sur place, 2000 hommes sur place dans la zone du Niger, hein, l'armée française.
Question. Si on avait demandé à nos militaires de faire des patrouilles en ville, je ne dis pas violentes, hein, de se promener en ville avec les engins blindés, faire des tours, vous ne croyez pas que ça aurait calmé le jeu? Bien sûr que si. Mais son problème, c'est qu'on n'était pas tout seul. Les Américains, Victoria Nuland, qui est la secrétaire d'État adjointe aux États-Unis, est allée tout de suite au Niger. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux gens de la junte? Elle a dit, nous, on a une base à Agadez qui nous permet de surveiller toute la zone avec les écoutes, les avions, les drones et autres. On a une base qui nous a coûté 100 millions de dollars. On a 1500 hommes là-bas. On veut la garder. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à la base américaine. Les types ont dit, bien sûr, ils ont dit, on est d'accord. Donc il y avait un accord de facto des Américains dès le deuxième jour pour que la junte reste en place parce qu'il s'agissait de garder la base américaine. Et nous, si vous avez remarqué, même des jours après, on disait, avec la CEDEAO, on va y aller, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, on a vu. Hein, voilà. Pour vous dire que tout ça, c'est très complexe, mais que si vous ne tenez pas compte de ce qu'il y a le dessous des cartes, et Dieu sait s'il y a des dessous des cartes, j'ai essayé de vous en montrer quelques-uns, hein, eh bien, vous passez à côté de beaucoup de choses. Mais ce dessous des cartes, vous pouvez le trouver, n'importe lequel d'entre vous. Il suffit de regarder les publications des uns et des autres et de croiser les informations données par les uns et par les autres. Voilà. Et à ce moment-là, vous aurez une idée un peu plus réaliste que beaucoup de nos commentateurs et autres sur la réalité de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui est formidable, parce que ce changement qui est en train de se faire, pour ceux qui le comprennent et qui sont prêts à jouer le jeu, qui comprennent tout ce qu'on peut en tirer, il va y avoir de formidables opportunités. Pour un pays comme la France, pour les entrepreneurs français, il va y avoir de formidables opportunités à condition d'avoir compris ce qui est en train de se passer. Et comme toujours, on le sait bien pour les entrepreneurs, d'avoir eu cette capacité d'anticipation qui est la clé de la réussite. Alors voilà ce que je voulais vous dire et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alain, merci infiniment.